Ma radio, Tube et Info. Bonjour et bienvenue à la Foire Exposition de La Rochelle. Nous sommes en direct sur le stand de Nouvelle-Aquitaine Radio pour ce rendez-vous d'experts dont la thématique est le prélèvement à la source. Mais comment cela va-t-il se passer pour les employeurs ? Je suis entouré de deux experts, Jean Cocanas, responsable juridique au cabinet Steco, et Philippe Anglade, responsable de l'aspect social, toujours au cabinet Steco. Bonjour messieurs. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Alors, pour démarrer, le sujet d'actualité est quand même important, puisqu'en fin de compte, on n'arrête pas d'en entendre parler en ce moment, depuis quelques jours. On aura peut-être une résolution, en tout cas, de ces différentes interrogations, peut-être demain. Le prélèvement à la source, est-ce que ça va se faire, ça ne va pas se faire ? Alors, Jean. Là-dessus, effectivement, nous vivons une actualité médiatique qui est extrêmement chargée en ce moment, puisque l'Élysée, puis désormais le ministre Gérald Darmanin, commence à évoquer, on va dire, une période de réflexion qui doit prendre fin à la mi-septembre, donc c'est absolument imminent, sur le devenir de ce prélèvement à la source. Sera-t-il appliqué, sera-t-il pas appliqué ? En réalité, ce n'est pas la première fois qu'on envisage de décaler cette réforme, puisque ça doit faire quelques belles années qu'on en parle comme un projet de réforme globale de l'impôt français. Ça doit faire maintenant 3-4 ans qu'on en parle véritablement dans les textes législatifs. Il avait déjà été prévu qu'il soit mis en place à compter du 1er janvier 2018, mais alors que M. Macron était arrivé au pouvoir à l'Élysée, il avait décidé en 2017 tout de suite de décaler cette réforme pour dire, étant vraiment bien préparé, il serait peut-être utile de voir des pistes alternatives et notamment via de nouvelles études d'impact. Il avait envisagé la piste de retrait, enfin il y en avait plusieurs, mais la piste de retrait à laquelle tout le monde pensait, c'était celle de la généralisation de la mensualisation. Donc l'étude d'impact a révélé que si effectivement il fallait passer au prélèvement à la source, donc là on est censé y aller au 1er janvier 2019. Mais effectivement, dernièrement, on fuitait par voie de presse une hésitation du Premier ministre, le porte-parole de l'Élysée qui commence à dire qu'effectivement, on se pose quand même quelques questions sur l'effet psychologique de cette réforme, sur différents points. Et là, aujourd'hui, je crois que les dernières actualités, c'était la divulgation encore de quelques petites erreurs techniques qui pouvaient se produire dans les différentes simulations. Est-ce qu'on ira ou pas ? On le saura dans les prochains jours. Le gouvernement est très engagé. Pour ceux qui ont reçu leur avis d'imposition, ils ont tous déjà reçu la lettre de Gérald Darmanin annonçant la mise en place effective de ce prélèvement. Beaucoup de gens sont prêts à accueillir ce prélèvement. Maintenant, ça reste de la volonté du gouvernement. Bon, merci pour ces premiers éclaircissements, Jean. On va rentrer dans le débat maintenant. Le prélèvement à la source, c'est quoi la mécanique ? Jean, pourquoi cette réforme ? Tu viens de l'expliquer, mais la mécanique du prélèvement à la source, ça va se passer comment pour l'employeur ? Alors, d'abord, la question, c'est quoi le prélèvement à la source ? On va le rappeler, même si on commence à comprendre de quoi il est question. Historiquement en France, on paye l'impôt l'année qui suit celle où on a véritablement perçu les impôts. Par exemple, là, en 2018, on a déclaré en juin nos impôts 2017 et on va payer là, avec l'avis d'imposition qu'on a reçu, notre impôt qui va s'appliquer aux revenus payés en 2017. Ouais. L'objectif de la réforme du prélèvement à la source, c'est d'arrêter d'être sur ce décalage d'un an et de payer d'emblée, dès l'année où on perçoit les revenus, notre impôt. Alors sous forme de prélèvement à la source, puisque l'idée, en tout cas pour ce qui concerne les employeurs, serait d'en faire les tiers collecteurs, c'est-à-dire que c'est un mot qui signifie que l'employeur va lui-même aller prélever l'impôt du contribuable sur son salaire pour le reverser directement à l'État et ne verser à son salarié que le montant après prélèvement à la source. Donc c'est ça effectivement pour l'employeur l'enjeu et la manière dont il va devenir un petit peu l'agent de recouvrement de l'État.
Alors justement, cet employeur, il va avoir des obligations, des devoirs. Il va connaître un petit peu plus toute la partie, j'allais dire, fiscale de son employé. Est-ce que ça ne peut pas créer au sein de l'entreprise quelques tensions sur ce sujet, Jean? Je vais poser la question à Philippe, excuse-moi. C'est certain que les employeurs vont être confrontés à sûrement des demandes des salariés, puisque c'est quasiment la première fois où l'employeur va être informé d'éléments très très personnels qui relèvent des salariés. Et on va venir un petit peu créer une zone d'ombre entre l'employeur et son salarié, parce que le salarié va divulguer, je dirais bien involontairement, des éléments financiers qui le concernent personnellement. Mais il va y avoir plusieurs taux. On parle de différents taux, mais ça c'est l'employeur ou l'employé qui va les choisir? Ça c'est l'employé qui choisit. L'employé qui choisit. Qui a déjà fait éventuellement un premier choix lors de sa dernière déclaration d'impôt et qui peut encore jusqu'au 15 septembre modifier son choix ou faire son choix. Pour compléter ce que dit Philippe, il faut bien comprendre que concernant l'employeur, le prélèvement à la source va être un jeu entre guillemets à 3 acteurs. Le salarié, l'employeur et l'administration fiscale qui va faire le lien entre les deux. Gérald Darmanin l'a bien rappelé dans le courrier qu'il a adressé à l'occasion des avis d'imposition. Le seul interlocuteur pour ce qui est des questions du prélèvement à la source, ça reste l'administration fiscale. Le salarié va transmettre des informations à l'administration fiscale et à elle seule. Il n'est tenu de transmettre aucune information particulière à son employeur et a priori ne doit pas le faire. Ensuite, l'administration fiscale va transmettre à l'employeur les différents taux qu'il va devoir pratiquer via un espace particulier dont Philippe peut-être pourra nous parler un peu plus. Mais voilà, l'administration fiscale va transmettre à l'employeur des taux que l'employeur va devoir appliquer et il n'y a en réalité pas d'échange entre l'employeur et le salarié. Et l'employeur, bien entendu, sur la question de ces taux, est tenu d'un devoir de confidentialité et donc il ne doit pas faire état des différents taux qu'il applique. Voilà. C'est très clair. Mais est-ce que ça peut arriver? Il peut y avoir des cas de figure concernant à ce que l'employeur n'ait aucune indication du taux de son employé. Est-ce que ça peut arriver? Alors oui. Oui, ça peut arriver, notamment les nouveaux employés. Tout ce qui après va être souvent les CDD. Donc sur ces types d'emplois, l'employeur n'aura pas au départ le taux du salarié. Donc là, on va appliquer un taux neutre jusqu'à ce que l'employeur ait été informé via ce qu'on appelle la DSN. Donc c'est les déclarations qui sont faites mensuellement auprès des organismes sociaux. Il y aura un retour qui sera fait par l'administration fiscale aux entreprises pour qu'ils aient connaissance du taux à appliquer. Philippe, est-ce qu'en tant qu'employeur, je dois avoir une information à divulguer à mes salariés concernant cette mise en place? Je pense qu'il véritablement, pour que ça se passe de la meilleure des façons, il est important qu'il y ait une communication sur cette mise en place pour dédramatiser aussi un petit peu cet aspect qui est quand même finalement assez lourd. Assez lourd. Et pas que psychologique, parce que là, on rentre dans l'aspect technique. Et justement, en qualité d'expert comptable, les cabinets d'expertise comptable, l'employeur aurait-il tendance à... Alors, je parle de l'employeur qui n'a pas de comptable au sein de son entreprise, mais qui travaille avec des experts comptables qui font toute la partie sociale, feuille de paye, etc. Pour vous, ça va entraîner une surcharge d'activité. Mise en place, en tout cas. Oui, au moins la mise en place. C'est comme tout, une fois que ça sera digéré, on sera sur un rythme de croisière. Mais c'est sûr que fin d'année 2018, début d'année 2019, il va falloir mettre tout ça en route. Même si, maintenant, on a anticipé tout ça, on a mis à jour les logiciels, on est prêt.
Mais c'est sûr que pour les entreprises qui ont encore, je dirais, cette partie sociale en interne, il faut vite se mettre à jour. Un cas un peu précis pour donner un peu plus d'explications concernant la démarche, Philippe. J'ai un salarié qui vient d'arriver dans mon entreprise. Quelle démarche je dois faire? Comment ça va se passer? Alors, en fait, l'employeur aura la possibilité d'aller chercher sur un site spécialisé le taux du salarié pour l'appliquer au plus vite. Le site spécialisé de l'administration fiscale. Voilà. C'est pas un site ouvert à tout le monde, ouais. Donc sécurisé, qui permettra d'avoir rapidement le taux qui doit être appliqué sur la première fiche de paye du salarié. Bon, toujours sur l'aspect, Philippe, toujours sur l'aspect social. Si je pratique le décalage de paie, comme ça peut arriver dans bon nombre d'entreprises, ça va se passer comment, ce prélèvement à la source? Il y aura prélèvement à la source aussi, mais sauf qu'il va se pratiquer un peu plus tôt, puisque le décalage de paie va se pratiquer sur les payes de décembre. Ouais. Donc, voilà, ça sera sur les bulletins de décembre et prélevé donc en janvier. Pour finir cette partie sociale et technique, Philippe, la gestion de la paie, ça a un coût pour l'entreprise, soit en direct, soit avec son cabinet d'expertise comptable. Est-ce que cette réforme ne va-t-elle pas alourdir le coût, justement? Forcément, il y a à partir du moment où il y a un travail supplémentaire, les prestataires, alors que ce soit cabinet ou les éditeurs de logiciels, derrière ça génère des coûts supplémentaires. Ça ne va pas non plus, je ne pense pas que ça va pas exploser. Il faut rassurer nos employeurs. entreprises. Mais oui, c'est certain que ça va générer une facturation, c'est sûr. Jean, comment vont être impactés les revenus personnels du dirigeant sur cette réforme? Alors, les revenus personnels du dirigeant vont bien entendu être concernés par le prélèvement à la source. Maintenant, c'est là qu'on rentre dans des qualifications au sein même de cette grande catégorie qu'est le prélèvement à la source, puisque lorsque l'employeur prélève l'impôt sur le salaire de son salarié et agit en tant que tiers collecteur, c'est le terme qu'on a identifié tout à l'heure, eh bien, il pratique une retenue à la source. C'est-à-dire qu'il va pouvoir, lui, parce qu'il a le pouvoir sur ces sommes-là, retenir une partie de l'argent pour reverser à l'administration fiscale. Bien entendu, l'employeur, lui, n'a pas de fiche de paye et donc n'a pas de tiers collecteur lui-même. Donc, le mécanisme du prélèvement à la source pour l'employeur n'est pas la retenue à la source, mais ce qu'on appelle l'acompte. C'est-à-dire que finalement, c'est un mécanisme dans les employeurs, notamment ceux qui sont affiliés au régime social des indépendants, qui sont travailleurs en salarié, sont habitués. Ils vont payer un acompte exactement de la même manière qu'ils payent un acompte pour leurs cotisations sociales de dirigeants, les cotisations RSI. Et cet acompte va être déterminé en considération des revenus qu'ils ont eux-mêmes déclarés via les différentes déclarations qu'ils sont réalisées. Et puis en fait, c'est un système comme pour les charges de copropriété, pour ceux qui nous écoutent, sur un système très simple. Vous avez un montant à acquitter qui est connu d'une année précédente. On va prélever mensuellement sur l'année qui suit ensuite différents acomptes pour arriver à un solde au final et on régularise. Donc ça va se passer sous un format d'acompte. On parle beaucoup d'année blanche, l'année blanche. Derrière cette terminologie, Jean, c'est quoi l'année blanche? Alors, l'année blanche, effectivement, c'est l'un des grands sujets du prélèvement à la source. C'est un petit peu le sujet de tous les fantasmes, d'ailleurs, en ce moment, puisque quand on a voulu mettre en place le prélèvement à la source, il y avait deux gros problèmes. Le premier, c'était la question de la confidentialité des revenus, dont on a parlé déjà lors de notre dernière conférence et qui a été résolu par le mécanisme du taux neutre. Et l'autre problème, c'était celle de l'année de transition, entre l'ancien système où on payait l'impôt l'année qui suivait celle de la perception des revenus et le nouveau système où on payait la même année.
Donc nécessairement, lorsque ces deux systèmes se télescopent, il y a une année où on paye 2 fois. Donc c'était peut-être parti là en l'occurrence pour être l'année 2019, puisque si on avait appliqué le système ancien, eh bien en 2019 on doit payer l'impôt sur les revenus de 2018, mais en même temps on commence à payer aussi l'impôt à la source. Résultat, on paye l'impôt 2 fois. Donc bien entendu, c'était impossible et inadmissible pour un contribuable français d'avoir double charge fiscale sur une année. Et là, je dirais que c'est dès les premières communications sur le projet de loi, et ça remonte à un petit moment, il a été dit que l'année de mise en place, donc là en l'occurrence ce serait 2019, serait une année blanche, c'est-à-dire qu'on aurait un mécanisme de correction qui viendrait effacer complètement une année d'impôt. Donc c'est pour ça qu'on parle d'année blanche en réalité. Sur la totalité de ces impôts en fait. Alors, voilà. Parce que si je suis employeur, je me dis l'année 2018, c'est l'année où il faut que je fasse le maximum de chiffres, il faut que je vende, il faut que je... Alors, effectivement, cette notion d'année blanche entraîne des effets d'aubaine, puisque effectivement le dirigeant va se dire, effectivement, il faut que son économie performe, mais on peut même imaginer sur des calculs beaucoup plus patrimoniaux, logiques d'optimisation fiscale, c'est l'année où il faut distribuer du dividende, c'est l'année où il faut vendre sa maison, si jamais on a une plus-value, effectivement, voilà, on va peut-être pouvoir la purger grâce à ça. En réalité, il n'en est rien, puisque les dispositifs qui sont prévus, alors qui sont des dispositifs très complexes, mais malgré tout qui devraient avoir une grande efficacité, ceux qui sont prévus par Bercy, sont ceux d'un espèce de crédit d'impôt qui s'appelle le CIMR, le prix d'impôt pour la modernité du recouvrement. En fait, les revenus récurrents vont rentrer dans ce crédit d'impôt, c'est-à-dire que l'État va accepter de ne pas vous faire payer l'impôt sur vos revenus récurrents. Ouais. En revanche, tous les revenus exceptionnels, dividendes, donc tout ce qu'on va vouloir essayer de placer par opportunité sur l'année 2018, eh bien ceux-là seront imposés exactement de la même manière que ce qui était fait auparavant. D'accord. Est-ce qu'on aura toujours, Philippe, une déclaration à remplir ? Toujours, ça ne changera pas. Hein. Il y aura toujours une déclaration à remplir pour… Annuelle ? Annuelle. Tout le temps ? Oui. Ça, d'accord. Il y aura ça ne s'arrête pas ? Oui. Pas de changement à ce niveau-là pour régulariser éventuellement. Et je déclarerai mes revenus, oui. comme ça se fait habituellement. Oui. De ce côté-là, il n'y a pas de changement. Pour compléter juste la question de la déclaration de revenus, au-delà de la déclaration du revenu lui-même, la déclaration est importante pour également continuer à déclarer tous les différents avantages fiscaux dont on peut bénéficier, donc crédit d'impôt, réduction d'impôt pour les dépenses de rénovation de la maison, ou d'amélioration de la performance énergétique. La déclaration du fait du système français ne va pas changer, on va continuer à faire des déclarations. D'accord. Philippe, comment ça va se passer pour les salariés ayant plusieurs employeurs ? Alors, pour la partie employeur, comment je dois faire si j'ai un salarié qui travaille dans une autre entreprise ou pour le compte d'une autre entreprise ? En fait, chaque employeur va prélever l'impôt de son salarié. Donc, je dirais de manière… Sur le revenu du salarié. Voilà, de manière tout à fait indépendante. Le salarié qui travaille pour 2 employeurs se verra prélever l'impôt par chacun de ses employeurs. D'accord. Ça ne changera rien pour lui en fait. Non. Jean, j'ai des revenus fonciers. Alors tu l'évoquais tout à l'heure par rapport à l'année blanche, mais j'ai des revenus fonciers. Ça va s'inscrire comment dans le mécanisme de cette réforme ? Alors, les revenus fonciers, c'est exactement comme pour les revenus du dirigeant. Sur ces revenus-là, il n'y a pas de tiers collecteur, donc on va fonctionner sur un système d'acompte. On va prendre en considération les données fiscales historiquement déclarées et on va mettre en place des acomptes. S'il y a des changements particuliers du fait qu'on arrête de louer un bien par exemple, on pourra, si ça peut aboutir à une modification substantielle des revenus de l'imposition, demander à l'administration fiscale une modulation de l'impôt sur le revenu. Ça c'est pour le système, je dirais, en rythme de croisière. Maintenant, pour ce qui est de l'année blanche, effectivement, on a tout un tas de règles un petit peu complexes qui nécessitent un approfondissement au cas par cas à chaque fois pour chaque contribuable, puisque si vous voulez, il va falloir quand même réussir
à ce que les travaux qu'on réalise en 2018 soient malgré tout intégrés dans l'impôt. Donc il y a beaucoup de mécanismes de péréquation en réalité pour gérer cette année de transition. Ce sont des mécanismes un peu complexes. On les étudie au cas par cas. Ça vaut généralement le coup uniquement pour des revenus fonciers qui sont très importants. Souvent, on fait des calculs très compliqués pour aboutir à de toutes petites variations d'impôts. Et surtout, de notre côté, en tout cas le cabinet Steco, on ne s'est pas lancé dans la course à l'optimisation sur le sujet de ces différentes optimisations possibles. Pour une raison qui est très simple, c'est que déjà la plupart des hypothèses de travail qu'on avait faites aboutissaient à très peu de différences d'imposition. Et surtout, ce qui fait que les ajustements qu'on pourrait tenter de faire sur les revenus fonciers et de tout mécanisme d'opportunité autour de l'année blanche sont très périlleux, c'est qu'on ne sait pas encore véritablement ce qui va se passer au 1er janvier 2019. Et je dirais que l'actualité médiatique nous donne absolument raison sur ce sujet. Déjà, on aurait pu imaginer de l'optimisation pour le 1er janvier 2018, ce qui était la première date de mise en place de la réforme. Donc, tous les schémas d'optimisation qui ont été mis en œuvre à l'époque sont un petit peu tombés à l'eau du fait du décalage d'1 an. Là, désormais, au 1er janvier 2019, on a encore des doutes sur le décalage. Donc, voilà, quelle optimisation pourra-t-on véritablement faire on l'ignore encore, on en saura un petit peu plus dans les prochains jours. Et surtout, il faut bien comprendre que ces différentes règles de calcul peuvent toujours être modifiées par la dernière loi de finances, celle qui va précéder la mise en place du prélèvement à la source. Donc là, ce serait la loi de finances rectificative de 2018, voire peut-être celle de 2019, mais plus la loi de finances rectificative de 2018, qui pourrait encore impacter le dispositif. Donc sur la gestion de l'année blanche, on examine au cas par cas. On essaye d'évaluer les vraies raisons ou pas de s'intéresser à cette optimisation. Et on a toujours cette problématique qu'on est sur de la pure prospective par rapport à ce qui va véritablement se passer. Qu'est-ce qui va se passer Philippe, on parlait tout à l'heure, on parlait rapidement du crédit d'impôt. Pour un employé, un salarié, il bénéficie d'un crédit d'impôt parce qu'il a fait des travaux dans sa maison en matière énergétique. Ça va se passer comment ce crédit d'impôt? Parce que donc il va l'inscrire dans sa déclaration, puisqu'il continue à faire des déclarations. Mais par rapport à l'employeur, comment il va savoir quel est l'impôt qu'il va pouvoir prélever? En fait, l'employeur, lui, l'information, la seule information qu'il aura, c'est le retour du taux par l'administration fiscale. Donc, il ne saura en rien qu'il y a un crédit d'impôt, un crédit pour une nounou. Oui, c'est l'administration fiscale qui lui communique le taux. Voilà. Je dirais que l'employeur, lui, à part le taux qui lui est transmis, ne connaît en rien la vie fiscale du salarié. Et c'est là où c'est très important. Ouais. Donc en fait, le prélèvement à la source, c'est pas si complexe que ça. Je veux dire, c'est plutôt. Alors même s'il y a une mise en place, comme je l'entendais de votre part, une mise en place en amont, une démarche, j'allais dire, un peu novatrice, technique, mais autrement, le prélèvement à la source en soi, ce n'est pas, j'allais dire, un grand changement, un gros bouleversement par rapport à ce qu'on a pu avoir jusqu'à présent, par exemple, avec la mensualisation de son impôt. Sauf que psychologiquement, on va voir sur sa feuille de paie, Philippe, une baisse de son revenu. C'est là où, effectivement, c'est le gros changement. Là où il n'y a pas de changement, c'est par rapport à la mensualisation, on est sur 10 mois. Mais là, quand le salarié va avoir son premier bulletin de paye fin janvier, le net tout en bas aura été amputé de l'impôt. Alors, bien entendu, figurera en gros, en gras, le net avant prélèvement, justement pour pouvoir faire en sorte que le salarié se rende compte, puisse comparer par rapport au net qu'il a eu en décembre, ce qui est important. Mais en matière sonnante et trébuchante, à la fin du mois de janvier, c'est sûr, il aura moins. Oui, c'est psychologique après. Oui. La mise en place, Jean ou Philippe,
je ne sais pas lequel des deux pourra le mieux y répondre, mais la mise en place du prélèvement à la source, est-elle vraiment utile? Alors, dans le contexte qu'on vient un petit peu de balayer. On reprend effectivement les éléments évoqués à l'instant sur ce contexte. La réforme du prélèvement à la source est une réforme de simplification. C'est de cette manière-là qu'elle nous est présentée. Alors effectivement, la simplification, c'est pour qui? Pour l'État, je pense qu'effectivement cette réforme va au final conduire à une simplification du fonctionnement au service de l'État. Alors je parle sous leur contrôle, j'espère ne pas me tromper, puisque mécaniquement, ils vont déléguer le recouvrement à l'employeur, à la caisse qui verse la pension de retraite. Donc il y a une forme de simplification pour l'État. Il se décharge de certaines... Mais c'est vraiment le rôle de l'employeur? Alors ça, effectivement, c'est une toute autre question. Et là-dessus, je ne suis pas certain que la plupart des employeurs regardent d'un très bon œil cette nouvelle surcharge administrative pour eux et ce nouveau mécanisme à appréhender. Mais il est certain que c'est une simplification pour l'État, c'est aussi une simplification pour la majorité des contribuables français qui sont des salariés. Les salariés, par exemple, quelque chose de très bête. Effectivement, la mensualisation aujourd'hui, qui est l'alter ego du prélèvement à la source, mais avant mise en place de cette réforme, intervient non pas sur 12 mois, mais sur 10 mois. Donc on prélève encore un petit peu plus avec 2 mois ensuite où on est censé être moins prélevé. La mensualisation, ça intervient nécessairement le 15 du mois. Alors est-ce qu'au 15 du mois, effectivement, la situation de trésorerie du salarié est parfaitement adaptée à ce qu'on vienne, lui, prélever les sommes d'impôts? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Là, en l'occurrence, le salarié va recevoir directement le net. Il n'aura plus lui-même à mettre en place le prélèvement sur son compte bancaire. Il va être prélevé avant qu'on lui verse son salaire. Donc, eh bien, ma foi, au moins, l'argent n'aurait pas eu le temps de partir à droite ou à gauche en diverses dépenses. Donc c'est une forme de simplification pour ces deux acteurs. Le dispositif lui-même, surtout avec celui qui traite de l'année blanche, le CMR, par contre, est d'une effroyable complexité. Et c'est effectivement notre rôle d'essayer de le faire fonctionner au mieux. Alors, beaucoup plus le rôle de l'administration fiscale, mais nous-mêmes, on va avoir un rôle d'accompagnant sur le sujet. Et donc, in fine, ça doit participer à une vraie simplification. Mais, la France a la particularité d'avoir fiscalement, et là je m'adresse aux juristes fiscalistes que tu es, Jean, la France a un territoire où les niches j'allais dire fiscales existent, où on a plein d'avantages, des crédits d'impôt, etc. C'est ça que tu évoques, effectivement, la mise en place de ce mécanisme sur cette idée de l'année blanche, parce qu'effectivement, on ne sait pas trop où on va aller, en fait. Alors, en fait, ça serait plus simple si on avait un revenu, un seul taux, et comme ça peut se passer dans certains pays anglo-saxons. Alors, ça, c'est une deuxième raison qui, effectivement, amène le dispositif du prélèvement à la source à être d'une très grande complexité. C'est qu'au-delà de la gestion de l'année blanche et de l'année transitoire, nous avons un historique fiscal français qui est assez particulier, avec des choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs, comme la notion de foyer fiscal. On ne paye pas l'impôt individuellement. Lorsqu'on se marie, lorsqu'on a des enfants, on va payer de l'impôt pour une collectivité familiale, pour un foyer. Donc on a cette notion de foyer fiscal. On a également la notion de quotient familial. La politique fiscale française encourage la natalité, puisque plus on a d'enfants et plus on va bénéficier de mécanismes de division qui vont nous amener à payer un petit peu moins d'impôts. À cela se rajoute effectivement une vraie politique fiscale active au niveau environnement, par exemple, avec tout un tas de niches qui concernent les dépenses qui favorisent l'environnement, des dépenses qui vont favoriser tel ou tel secteur d'activité, la construction de logements neufs ou d'autres qu'on estime importants. Et effectivement, c'est difficile de marier ces différents régimes, donc ça va être effectivement une source de grande complexité. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est obligé de maintenir la déclaration d'impôt sur le revenu.
J'avais juste une dernière question pour Philippe par rapport justement à l'employé, au côté salarié, au côté social. On parle toujours, et Jean vient de l'évoquer, par rapport au foyer. Là, je prends l'exemple d'un couple avec ou sans enfant. Madame va avoir un prélèvement à la source par un employeur qui peut être différent de celui de son époux. Ça risque d'être un peu compliqué, non ? En fait, chaque foyer va choisir, on parlait tout à l'heure du choix, choisir les modalités, le taux qu'il va vouloir faire remonter à son employeur. Donc, on aura le taux neutre, où là, on sera sur un taux qui va dépendre uniquement du revenu versé par l'employeur. On va avoir un taux, je dirais, moyen, et aussi un taux qui va, je dirais, être en fonction… Individualisé. Voilà. Donc, où là, je dirais, l'employeur ne pourra pas connaître… Alors là, j'étais plus dans le prisme, non pas de l'employeur, mais plutôt côté famille. C'est-à-dire, on peut parler de la disparité des salaires hommes-femmes, mais ça peut être aussi la femme du foyer qui gagne plus que monsieur. Monsieur peut être demandeur d'emploi. Donc voilà, ça peut créer quand même dans le couple quelques tensions. Jean. Alors, effectivement, le problème du prélèvement à la source, c'est que, ça rebondit sur ce qu'on disait tout à l'heure, on fonctionne avec des foyers fiscaux en France. Donc, le taux d'imposition et le taux de prélèvement, ce n'est pas le taux d'une personne physique particulière, c'est le taux d'un foyer dans son ensemble. Au sein du foyer, il y a différents membres, madame, monsieur, il y a différents membres du foyer. Et au sein de ce foyer-là, il peut y avoir des disparités de revenus. Donc, pour gérer cette disparité de revenus, parce que, si vous voulez, dans l'hypothèse où l'un des membres toucherait par exemple beaucoup plus que l'autre, celui avec un revenu faible pourrait se voir appliquer avec le taux de prélèvement du foyer qui sera forcément plus important que ce qu'il aurait payé comme impôt tout seul, se voir appliquer une retenue sur la source très importante. Donc du coup, la personne qui a moins de revenus a encore moins de trésorerie que ce qu'elle avait auparavant, ça peut poser des problèmes. Donc la faculté qui est offerte aux foyers fiscaux, c'est en allant sur leur espace personnel, et donc effectivement cette petite discussion est l'occasion de rappeler à l'ensemble des personnes qui nous écoutent qu'il faut impérativement qu'elles aillent se connecter sur leur espace personnel avec leurs identifiants qui sont situés sur la déclaration d'impôt sur le revenu pour faire les bonnes options en matière de taux. Le taux individualisé est le taux qui va permettre de dire mon conjoint gagne plus ou moins que moi, donc je voudrais que le taux de retenue à la source qui soit pratiqué sur lui soit proportionnel à ses véritables revenus. Après, c'est un calcul, c'est une règle de 3 en fait, qui est faite par l'administration fiscale pour transmettre à l'employeur. Parce que ça ne changera rien au montant de l'impôt tel qu'il l'était actuellement. Ce qui va se passer, c'est que par contre, ce qui va diminuer par rapport au taux moyen du foyer fiscal, ce qui va diminuer pour le membre qui gagne moins, eh bien ça va augmenter pour le membre qui gagne plus. C'est comme ça que la moyenne va se faire. Bon écoutez, oui Philippe, pardon. Tu parlais Stéphane d'un aspect psychologique, homme-femme, dans le couple et des revenus. C'est aussi, je dirais, un moment où il va falloir se poser et avoir un échange. C'est pas toujours évident dans le couple de parler d'argent. Donc voilà. Donc au-delà de l'aspect psychologique, c'est l'aspect social qui va rentrer en ligne de compte. Bien, on avait évoqué samedi matin, lorsqu'on avait fait ce premier rendez-vous autour et à destination des salariés, comment ça va se passer pour eux. Et c'est vrai que c'était bien de pouvoir de reparler. Juste avant de clôturer, je tenais à rappeler que le cabinet Steco a réalisé des petites fiches plutôt bien faites, ce qu'est le prélèvement à la source à destination des employeurs. Il y a une grande partie d'informations, mais très rapide, c'est que de l'information. Et puis n'hésitez pas effectivement pendant cette
matinée de pouvoir prendre contact avec nos experts. Ils sont là aussi pour ça. Jean Cocanas, responsable juridique du cabinet Steco. Philippe Anglade, lui, c'est la partie sociale, responsable du pôle social du cabinet Steco. Merci à vous deux, messieurs. Nous avons passé un bon moment. On a un peu éclairci les choses en espérant que ça ne soit pas annulé. Ça, on le saura très très vite. Mais au-delà de l'annulation, ça peut être simplement un report. Voilà. Donc, mais merci en tout cas d'avoir su donner un aspect très positif de ce qu'est le prélèvement à la source, qui peut paraître au demeurant, je vais dire un bouleversement, une réforme pas forcément très, très sympa. Mais effectivement, merci d'avoir donné ce côté positif. Maintenant, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Je pense que vous allez avoir plein de questions de la part de nos amis employeurs qui sont sur l'espace du Hub Tourisme. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.